Dans l'histoire antique, peu de souverains ont été autant marqués par la crainte et la fascination que Cambyse II, fils de Cyrus le Grand et deuxième monarque de l'empire achéménide de Perse. Son règne, qui s'étendit entre 530 et 522 avant J.N.C., est l'un des plus sombres et des plus énigmatiques de l'Antiquité. Non seulement à cause des campagnes militaires qui agrandirent davantage l'immense empire perse, mais aussi à cause d'une série d'actes brutaux, de décisions irrationnelles et de rumeurs de folie qui firent de lui l'un des rois les plus troublants de son époque. Né vers 589 avant Jésus-Christ, Cambyse hérita d'un empire déjà le plus grand du monde connu. Son père, Cyrus le Grand, avait conquis Babylone, la Lydie et une grande partie de la Mésopotamie. Mais si Cyrus fut perçu comme un dirigeant éclairé, respectueux même des cultures qu'il conquérait, comme lorsqu'il autorisa les Juifs à retourner à Jérusalem, Cambyse emprunta une voie très différente. Bien qu'il ait accompli une prouesse inédite en conquérant l'Égypte, sa manière de gouverner ainsi que certains récits sur son comportement le firent dépeindre par beaucoup comme un tyran cruel, voire fou. L'un des épisodes les plus glaçants attribués à Cambyse, et celui qui donne son nom à cette histoire, est l'anecdote tragique selon laquelle il aurait mangé son propre fils par erreur. Ce récit, rapporté par l'historien grec Hérodote, décrit un repas chargé de tension, de confusion et d'horreur. Selon ce dernier, Cambyse ordonna qu'on lui prépare un plat spécial. Mais quelque chose tourna terriblement mal. Sans le savoir, le roi finit par consommer de la chair humaine, et pas n'importe laquelle, celle de son propre fils. Bien que ce récit ait été remis en question par de nombreux historiens modernes, c'est nul autre qu'Hérodote, considéré comme le père de l'histoire, qui l'a consigné. Et bien que ces récits mêlent faits vérifiables, légendes et rumeurs, son influence sur la perception historique de Cambyse a été immense. C'est lui qui peignit le roi perse comme un homme rempli d'arrogance, de cruauté et d'une sorte de folie divine qui le poussait à défier même les coutumes sacrées des peuples qu'il dominait. Mais qu'est-ce qui poussa un roi si puissant à tomber dans de tels extrêmes? Fut-il vraiment fou ou simplement un souverain brutal mal interprété par ses ennemis grecs? Pour comprendre le personnage de Cambyse II, il est essentiel de saisir le contexte dans lequel il évolua. L'empire perse achéménide, une superpuissance de l'Antiquité qui s'étendait de l'Asie mineure jusqu'au Pakistan. À la mort de son père, Cyrus le Grand, tombé au combat en 530 avant Jésus-Christ, Cambyse hérita non seulement d'un vaste territoire, mais aussi d'une responsabilité immense, maintenir la stabilité et poursuivre l'expansion de l'Empire. Dès le début de son règne, Cambyse se révéla être un personnage différent de son père. Si Cyrus était connu pour sa politique relativement tolérante et respectueuse vis-à-vis des religions et des cultures locales, Cambyse adopta une attitude plus autoritaire et méprisante. Cette tendance fut particulièrement marquée pendant la conquête de l'Égypte, l'un des plus grands exploits militaires de son règne, et aussi l'un des épisodes qui alimentèrent sa réputation de roi cruel et fou. En 525 avant Jésus-Christ, Cambyse lance une campagne contre le royaume d'Égypte, alors dirigé par le pharaon Psamétique III. L'invasion fut un succès retentissant grâce à l'appui d'un déserteur égyptien, le général Phanès de Halicarnasse, qui fournit des informations cruciales sur les défenses égyptiennes. La bataille décisive eut lieu à Péluse, où les Perses battirent l'armée égyptienne. On raconte que Cambyse utilisa une tactique psychologique macabre. Il ordonna à ses soldats de porter des chats et d'autres animaux sacrés afin d'obliger les Égyptiens à retenir leurs tirs, car ils redoutaient de tuer des créatures considérées comme divines. Après sa victoire, Cambyse se proclama pharaon et adopta le nom égyptien de Mésutiré, symbole de légitimité aux yeux du peuple conquis. Pourtant, son comportement face à la culture locale fut tout sauf respectueux. Hérodote rapporte qu'il profana des tombes royales, se moqua de rites sacrés et ordonna même le sacrifice du taureau Apis.
une divinité très vénérée dans l'Égypte ancienne. Ses actes, perçus comme blasphématoires, semèrent à la haine parmi les Égyptiens et contribuèrent à le présenter comme un homme impie, peut-être même fou. Mais Cambyse était-il vraiment fou ou simplement arrogant? Pour de nombreux historiens modernes, la réponse se situe entre les deux. Bien que certains faits aient pu être exagérés par des sources grecques hostiles, comme Hérodote, suffisamment de témoignages, y compris des textes perses et égyptiens, montrent que Cambyse ne se contentait pas de mépriser les autres religions. Il semblait également lutter intérieurement contre le poids du pouvoir absolu. Cette tension entre ambition et paranoïa l'amena à prendre des décisions extrêmes, certaines affectant profondément sa propre famille. La vie privée de Cambyse II fut aussi obscure que son image publique. Bien que l'histoire le retienne surtout pour ses campagnes militaires et ses supposées folies, très peu de certitudes subsistent quant à son entourage immédiat. Pourtant, un fait marquant ressort des sources anciennes, sa relation conflictuelle avec son frère Bardiya, connu sous le nom de Smerdis selon les Grecs. Bardiya était le fils de Cyrus le Grand et le frère cadet de Cambyse. Certaines versions affirment qu'il jouissait d'une grande popularité auprès du peuple perse, ce qui irritait profondément le roi. Selon Hérodote, avant de partir pour l'Égypte, Cambyse aurait secrètement ordonné à l'un de ses gardes les plus fidèles, Préxaspès, d'assassiner Bardiya afin d'éviter toute tentative de usurpation durant son absence. Mais ce n'est pas tout. Il semble que, après l'avoir tué, le corps de Bardiya ait été jeté dans une rivière où est carrément disparu sans laisser de traces. Cet épisode fit naître un doute historique qui marqua le reste du règne de Cambyse. À son retour d'Égypte, il dut faire face à une rébellion interne. Et à sa stupéfaction, le chef de cette insurrection portait le nom de Bardiya. Serait-ce vraiment son frère, miraculeusement vivant, ou pire encore, Cambyse avait-il tué son frère, et maintenant, un autre homme utilisait son identité pour revendiquer le trône. Cette confusion plongea Cambyse dans une paranoïa extrême. On dit qu'il commença à voir des fantômes, à entendre des voix et à craindre constamment pour sa vie. Dans cet climat de peur et de suspicion, eut lieu l'un des épisodes les plus sombres de son règne. Ce fameux repas tragique où il mangea son propre fils par erreur. Selon Hérodote, Cambyse avait commandé un plat spécial, peut-être dans le cadre d'un rituel, ou simplement pour montrer son extravagance royale. Cependant, une erreur terrible survint en cuisine. Au lieu de lui servir de la viande animale, on lui servit de la chair humaine, et pas n'importe laquelle, celle de son propre fils. Le roi, ignorant l'horreur qu'il était en train de consommer, mangea pendant tout le repas. Ce n'est qu'à la fin qu'on lui révéla la vérité. Certains disent qu'il avait lui-même demandé ce plat, croyant qu'il s'agissait d'un test de loyauté lancé à sa cour. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un acte délibéré de vengeance de quelqu'un cherchant à le briser psychologiquement. Quoi qu'il en soit, en découvrant qu'il avait mangé son propre fils, Cambyse entra dans un état de profonde détresse. Certains disent qu'il pleura pendant des jours, d'autres qu'il devint encore plus cruel. Une chose est claire. À partir de ce moment, sa santé mentale se dégrada rapidement. La mort de son fils et le fait de l'avoir consommé sans le savoir sembla marquer un point de non-retour dans l'esprit de Cambyse II. Dès lors, ses décisions devinrent encore plus irrationnelles, ses actes plus violents, sa paranoïa presque totale. Mais ce n'était pas seulement cet épisode qui scella sa chute. Les rumeurs de rébellion, les ombres du passé et une cour remplie d'intrigues formaient autour de lui un labyrinthe dont il ne pouvait plus sortir. L'un des effets immédiats de cette tragédie fut son changement d'attitude envers les hommes qui l'entouraient, surtout ceux qui avaient été proches de lui. Hérodote raconte que, après avoir découvert la vérité, Cambyse convoqua l'officier chargé de lui servir le repas et lui demanda s'il savait ce qu'il mangeait. L'homme répondit affirmativement, affirmant avoir obéi à un ordre supérieur. Cependant, d'autres versions suggèrent qu'il s'agissait d'un piège ourdi par quelqu'un de la cour
dans le but d'instiller chez le roi terreur et confusion. Quoi qu'il en soit, le résultat fut brutal. L'officier fut exécuté immédiatement, mais pas par une mort rapide. Il fut soumis à des tortures publiques, et certaines sources indiquent qu'il fut même démembré devant les yeux d'autres courtisans, comme un avertissement. Personne ne joue avec le roi, même pas par erreur. Cet acte de violence extrême n'eut d'autre effet que d'accroître encore davantage l'atmosphère de terreur en Perse. La nouvelle se répandit rapidement, et avec elle grandirent les rumeurs selon lesquelles Cambyse avait perdu complètement la raison. Certains commencèrent à le voir comme un homme possédé par des forces obscures, tandis que d'autres le considérèrent simplement comme un tyran imprévisible, incapable désormais de gouverner avec stabilité. Mais alors que cela se passait à la cour, hors des murs du palais, une tempête politique se préparait. Durant son absence en Égypte, les graines d'une rébellion avaient été semées, et elles fleurissaient maintenant avec force. Et pour le plus grand effroi de Cambyse, celui qui menait cette insurrection n'était autre qu'un homme affirmant être son frère Bardia, ce même frère qu'il avait lui-même fait assassiner des années auparavant. Comment cela était-il possible? Bardia n'était-il pas mort? Ou tout cela n'avait-il été qu'une mise en scène? Cette incertitude plongea complètement le roi dans un état de folie. On raconte qu'il commença à avoir des visions, à entendre des voix pendant la nuit et à voir des silhouettes dans les ombres du palais. Certains témoins affirmèrent même qu'il parlait seul pendant des heures, répétant les noms de personnes décédées depuis longtemps. Cette spirale de paranoïa l'amena à prendre des décisions encore plus extrêmes. Dans un de ses moments les plus sombres, il ordonna l'exécution de plusieurs de ses propres généraux, les accusant faussement de trahison. D'autres furent emprisonnés sans jugement. Les rues de Suse et de Pasargade fourmillaient de rumeurs sur un roi qui n'était plus humain, mais une créature dominée par la peur, la vengeance et le remords. Et pendant ce temps, la rébellion gagnait en puissance. La rébellion qui menaçait l'Empire perse n'était pas une révolte ordinaire. Elle représentait un défi direct à la légitimité de Cambyse II, précisément au moment où le roi était à son point le plus faible, après la mort, puis la consommation involontaire. De son fils, son esprit était brisé, son jugement obscurci et son autorité vacillante. Pourtant, une chose était claire pour le roi perse. L'homme qui prétendait être Bardia ne pouvait pas être son frère, ou peut-être si. Selon Hérodote et d'autres sources antiques, le soi-disant Bardia qui dirigeait la rébellion n'était en réalité qu'un magicien nommé Gaumata, qui aurait profité de la confusion engendrée par la disparition réelle de Bardia pour usurper son identité. Ce magicien, connu pour son talent à imiter les voix et les gestes, affirma être le frère perdu de Cambyse et gagna rapidement le soutien des élites perses ainsi que des sujets mécontents du règne sanglant et instable du roi. Gaumata n'utilisa pas seulement sa ressemblance physique et ses dons d'acteur pour convaincre beaucoup. Il lança aussi une campagne de propagande intelligente, promettant des impôts réduits, des amnisties pour les criminels et un retour à des politiques plus tolérantes envers les religions locales. Tout l'opposé de ce que Cambyse avait représenté. Cela lui permit de recruter des alliés puissants et de consolider le contrôle de grandes parties de l'Empire, pendant que Cambyse était encore en Égypte. Lorsque le roi apprit la nouvelle de la rébellion, sa réaction fut immédiate et violente. Il ordonna à ses généraux de regagner la Perse au plus vite et entreprit lui-même le voyage de retour, bien que ce ne fût plus en tant que dirigeant ferme, mais en homme hanté par des fantômes. En chemin, cependant, survint un autre événement tragique qui scella définitivement son destin. Alors qu'il montait à cheval, Cambyse eut un accident fatal. Le fourreau de son épée s'ouvrit accidentellement et la lame transperça sa cuisse, causant une blessure mortelle. Certaines versions suggèrent qu'il s'agissait d'un suicide déguisé, d'autres pensent qu'il fut assassiné par quelqu'un de proche. Mais ce qui est certain, c'est que le roi savait que sa fin était venue. Dans ses derniers jours, conscient qu'il ne survivrait pas à sa blessure, Cambyse fit une révélation bouleversante à ses hommes. Il avoua avoir tué son propre frère Bardia des années plus tôt. Cette confession ne confirmait pas seulement les pires rumeurs sur sa cruauté,
mais sapait également tout argument qu'il aurait pu utiliser contre le faux Bardia. Si lui-même avait ordonné la mort de son frère et que personne n'avait vu le corps, qui pouvait affirmer que ce nouveau Bardia n'était pas réel? Ce dernier témoignage fut rapporté par des historiens ultérieurs, notamment Darius Ier, qui des années plus tard raconterait les faits dans la célèbre inscription de Behistun, l'une des rares sources non grecques mentionnant Cambyse en détail. Selon Darius, le véritable Bardia avait été exécuté sur ordre de Cambyse avant la campagne égyptienne, et Gomata l'avait remplacé habilement. Avec sa santé déclinante et l'empire lui glissant des mains, Cambyse mourut peu après l'accident, en 522 avant J.C., quelques mois à peine après avoir commis l'acte le plus sombre de sa vie: manger son propre fils par erreur. Sa mort marqua la fin d'un règne chaotique, rempli de conquêtes glorieuses mais entaché de folie, de paranoïa et de violence extrême. Bien qu'il ait réussi à étendre l'empire perse jusqu'à ses limites territoriales maximales, de la Libye au Pakistan, son héritage fut à jamais assombri par les horreurs qu'il laissa derrière lui. Mais l'histoire de Cambyse ne s'arrêta pas avec sa mort. En réalité, son ombre continua d'influencer la politique perse pendant des décennies. L'imposteur Gomata régna brièvement sous le nom de Bardia, jusqu'à ce qu'il soit renversé et assassiné par un groupe de nobles dirigé par Darius Ier, qui s'empara du trône et fonda une nouvelle dynastie. Bien que Darius effaçât officiellement le nom de Cambyse de l'histoire officielle perse, le qualifiant d'hérétique et de tyran, sa figure survécut dans les récits grecs, les mythes orientaux et les chroniques obscures de l'Antiquité. Il serait rappelé non seulement pour ses victoires militaires, mais aussi pour ce dîner funeste, ce fils dévoré, cet esprit brisé sous le poids de la couronne. Cambyse fut-il fou, ou simplement un homme submergé par le poids du pouvoir absolu? L'histoire de Cambyse II est l'une des plus mystérieuses de l'Antiquité. Roi héritier du plus grand empire du monde connu, il conquit l'Égypte et étendit les frontières perses jusqu'à des limites inédites. Mais fut aussi décrit comme un tyran cruel, un homme obsédé par le contrôle, la mort, et peut-être même sa propre destruction. Son personnage a alimenté les débats entre historiens durant des siècles. Était-il vraiment fou, ou simplement victime d'une narration hostile écrite par ses rivaux grecs? Hérodote, considéré comme le père de l'histoire, consacra plusieurs passages de son œuvre à dépeindre Cambyse comme un monarque déséquilibré, irrévérencieux et brutal. Selon Hérodote, Cambyse profana des tombes égyptiennes, se moqua de rituels sacrés, tua des prêtres et des animaux divins, et ordonna même l'exécution de son propre frère pour éliminer toute menace au trône. Mais ce qui marqua particulièrement les Grecs fut l'anecdote selon laquelle il aurait mangé son propre fils par erreur. Ce récit, bien qu'il puisse sembler exagéré, trouve une certaine logique dans le contexte historique. Dans une cour absolutiste où la peur était monnaie courante, où les généraux redoutèrent de porter de mauvaises nouvelles et où les serviteurs agissaient sous des ordres stricts, une erreur aussi grotesque n'était pas impossible. Et si elle eut lieu, comme beaucoup le croient, elle reflète quelque chose de bien plus profond qu'un simple incident culinaire. Elle montre la déshumanisation extrême du pouvoir absolu, où même les liens familiaux peuvent ne se rompre sous le poids de la paranoïa. Mais comment Cambyse en arriva-t-il là? Fut-il vraiment fou, ou simplement entouré d'un environnement qui l'empêchait d'agir rationnellement? Une théorie intéressante proposée par certains historiens modernes est que Cambyse aurait pu souffrir d'un trouble psychologique, peut-être exacerbé par le stress extrême du gouvernement impérial. D'autres affirment qu'il n'était pas fou, mais profondément insécure. Un homme vivant constamment à l'ombre de son père, Cyrus le Grand, dont la figure légendaire pesait comme une montagne sur ses épaules. Cyrus avait été un dirigeant respecté, même par ses ennemis. Il fut honoré d'avoir permis aux Juifs de revenir à Jérusalem après l'exil babylonien, d'avoir respecté les religions locales et de gouverner avec un mélange de force et de diplomatie. Face à cela,
Cambyse dut prouver qu'il pouvait être encore plus fort, encore plus implacable. Certains pensent que cette volonté de surpasser son père le poussa à commettre des actes de plus en plus extrêmes, comme s'il devait constamment démontrer son pouvoir absolu. D'autres encore y voient un précurseur des empereurs romains les plus sombres, tels que Caligula ou Néron. Des hommes qui, une fois accédés au pouvoir suprême, perdirent les contacts avec la réalité et commencèrent à traiter les vies humaines comme de simples pions dans un jeu d'autorité. Une autre interprétation suggère que bon nombre des accusations portées contre Cambyse ont été fabriquées ou déformées par des sources hostiles, en particulier grecques. Les Grecs avaient des raisons de le diaboliser. Après tout, il avait envahi l'Égypte, un pays profondément admiré par les philosophes helléniques pour sa sagesse ancienne et sa riche culture. Voir un roi étranger profaner des temples et tuer des animaux sacrés constituait une offense morale qu'il fallait justifier par sa chute. Même l'épisode selon lequel il aurait mangé son propre fils pourrait avoir une explication symbolique ou rituelle. Certaines cultures antiques pratiquaient des rites cannibales dans le cadre de cérémonies d'initiation ou de purification. Bien qu'il n'existe aucune preuve directe que cela ait eu lieu en Perse, ce récit aurait pu être utilisé comme une métaphore de sa perte totale d'humanité. Ce qui semble clair, en revanche, c'est que son règne marqua un avant et un après dans la dynamique de l'Empire perse. Après sa mort, l'imposteur Gomata prit brièvement le pouvoir, mais fut renversé par Darius Ier, qui instaura de nouvelles normes de gouvernement et effaça systématiquement Cambyse de l'histoire officielle. Darius le qualifia d'hérétique, d'assassin et l'effaça de la mémoire collective de l'Empire. Dans la célèbre inscription de Behistun, Darius affirme que Cambyse tua son frère Bardia puis perdit la raison, commettant des actes indignes d'un roi achéménide. Cette version devint la version officielle, et avec elle, l'image de Cambyse fut scellée à jamais comme celle de l'un des rois les plus sombres de l'Antiquité. Mais derrière tous ces récits, ces légendes et ces rumeurs, subsiste une question sans réponse. Qu'est-il vraiment arrivé lors de ce dîner fatidique, le dîner qui se termina en tragédie? C'est là le cœur le plus noir de l'héritage de Cambyse II, peut-être même l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire antique. Mais qu'est-ce qui s'est véritablement produit? S'agissait-il d'une erreur tragique, d'une blague macabre de la cour, ou même d'une conspiration ourdie pour fragiliser le roi? Selon Hérodote, après son retour d'une campagne égyptienne infructueuse et confronté aux nouvelles d'une rébellion menée par un faux Bardia, Cambyse était plongé dans un état de paranoïa constante. Les trahisons, les ombres du passé et le poids du pouvoir l'avaient conduit au bord de la folie. C'est alors qu'un banquet eut lieu dans son palais, durant lequel on lui servit de la chair humaine, et pas n'importe laquelle, celle de son propre fils. Hérodote raconte que Cambyse mangea sans savoir pendant tout le repas. Ce n'est qu'à la fin qu'on lui révéla la vérité. Certaines versions indiquent qu'il aurait lui-même commandé ce plat, dans le cadre d'un rituel de test ou de châtiment symbolique. D'autres suggèrent qu'il s'agissait d'un piège tendu par un membre de la cour, dans le but de semer terreur et confusion chez le roi. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle le brisa complètement. Certains témoins affirmèrent que le roi pleura désespérément pendant plusieurs jours. D'autres dirent qu'il resta simplement silencieux, fixant le vide comme s'il avait perdu toute raison. Cet événement semble avoir été le point de rupture définitif. À partir de ce moment, ses décisions devinrent encore plus erratiques, son jugement obscurci et son comportement imprévisible. Mais comment un tel incident aurait-il pu se produire? Comment une erreur aussi grotesque aurait-elle pu survenir dans une cour royale? Pour le comprendre, il faut rappeler comment fonctionnaient les cours royales à l'Antiquité. Le roi y était presque vu comme un dieu, et ses ordres étaient exécutés sans discussion. Si Cambyse commandait un plat spécial, personne n'osait poser de questions. En outre, dans une société où la loyauté absolue était monnaie courante, nombreux étaient les serviteurs prêts à faire n'importe quoi, fût-ce d'absurde ou de cruel, pour obtenir les faveurs du monarque. Il convient également de noter que certaines cultures anciennes, notamment dans des contextes rituels ou cérémoniels,
pratiquait des actes symboliques pouvant ressembler à du cannibalisme aux yeux modernes. Bien qu'aucune preuve directe ne permette d'attester une telle pratique en Perse, certains historiens ont suggéré que ce récit pourrait reposer sur une base symbolique plutôt littérale. Peut-être que le fils n'était pas un enfant biologique, mais un proche très cher, et le fait de le manger symbolisait un rituel de purification ou de sacrifice. Cependant, la version la plus largement acceptée parmi les historiens est celle d'une erreur tragique, probablement exacerbée par l'atmosphère de peur entourant le roi. Un serviteur, craignant pour sa vie s'il désobéissait à un ordre royal, ou trompé par un autre membre de la cour, aurait pu préparer le mauvais plat. Et une fois le mal accompli, il n'y avait plus de retour possible. Cet acte, volontaire ou non, marqua profondément le roi. Il perdit non seulement son fils, mais aussi tout lien restant avec son humanité. On dit qu'après cela, Cambyse commença à voir des fantômes, à entendre des voix et à soupçonner chacun autour de lui. Ses décisions devinrent de plus en plus irrationnelles. Ses exécutions plus brutales, sa paranoïa absolue. Dans ce climat chaotique, survint la nouvelle qui scellerait son destin. Un homme affirmant être son frère Bardiya avait pris le contrôle d'une grande partie de l'Empire. Et bien que Cambyse sût lui-même avoir ordonné la mort de son frère des années plus tôt, personne n'avait vu son corps. Et désormais quelqu'un utilisait son nom pour revendiquer le trône. Cette révélation précipita sa chute. L'idée que son frère ait pu survivre, ou pis encore, qu'un imposteur l'imite à la perfection, le remplit de panique. Il décida aussitôt de regagner la Perse pour reprendre le contrôle. Mais en chemin, il fut victime d'un accident fatal. Montant à cheval, son épée sortit accidentellement de son fourreau et le transperça mortellement à la cuisse. Alors qu'il agonisait, Cambyse fit une dernière confession. Il avait tué son frère Bardiya avant de partir pour l'Égypte. Cette déclaration, reprise ultérieurement par Darius Ier dans l'inscription de Behistun, confirmait l'un des rumeurs les plus sombres sur son règne. Mais elle soulevait aussi de nouvelles interrogations. Qui était donc cet homme qui usurpait l'identité de Bardiya? Un imposteur? Un sosie parfait? Ou peut-être le spectre même du passé, revenu hanter le roi? Avec sa mort, l'Empire perse entra dans une ère nouvelle. L'imposteur Gomata régna brièvement jusqu'à ce qu'il soit renversé par Darius Ier, qui institua une nouvelle dynastie et effaça méthodiquement Cambyse de l'histoire officielle. Bien que les registres officiels tentèrent d'effacer sa mémoire, son héritage survécut dans les mythes, les récits grecs et les chroniques obscures de l'Antiquité. Il serait rappelé non seulement pour ses conquêtes, mais aussi pour ce dîner funeste, ce fils dévoré, cette âme brisée sous le poids de la couronne. Cambyse fut-il fou, ou simplement un homme vaincu par le poids du pouvoir absolu? Cette question, comme tant d'autres concernant sa figure, reste sans réponse. Le règne de Cambyse II fut un miroir obscur du pouvoir absolu. Une image déformée où le contrôle total se mue en désordre émotionnel, où l'autorité divine se corrompt en tyrannie, où même les liens les plus sacrés, comme l'amour paternel, peuvent n'en se rompre sous le joug d'une couronne. L'histoire selon laquelle il aurait mangé son propre fils par erreur n'est pas seulement l'un des récits les plus marquants de l'Antiquité. Elle constitue aussi une métaphore parfaite de sa vie. Un homme qui croyait tout maîtriser, jusqu'au jour où il découvrit qu'il ne pouvait même pas protéger sa propre descendance. Cet épisode, entouré de doutes historiques, symbolise quelque chose de bien plus profond. L'isolement extrême du pouvoir, la perte de contact avec la réalité subie par beaucoup de dirigeants absolutistes, et la facilité avec laquelle des décisions irrationnelles peuvent engendrer des tragédies irréparables. Lors de ce banquet tragique, ce n'est pas seulement un fils qui mourut, c'est aussi une part de l'âme de Cambyse qui disparut à jamais. Sa mort, peu de temps après, accidentelle ou peut-être symbolique, marqua la fin d'un règne riche en contrastes. D'un côté, il avait été un chef militaire couronné de succès, capable de conquérir l'Égypte et d'étendre davantage encore l'immense empire perse. Mais d'un autre côté, il avait laissé derrière lui une atmosphère de terreur,
de suspicion et de chaos qui facilita la rébellion et l'émergence d'un imposteur s'étant approprié l'identité de son frère. Darius Ier, qui prit le contrôle après avoir renversé le faux Bardia, n'effaça pas seulement physiquement les ombres du royaume, mais fit également disparaître Cambyse de la mémoire officielle de Perse. Il le traita d'hérétique, d'assassin et de fou, veillant à ce que l'histoire le retienne comme un mauvais exemple de gouvernance. Ainsi, pendant des siècles, Cambyse fut relégué au rang de personnage légendaire maléfique, un roi dont le nom inspirait la peur bien plus que le respect. Pourtant, derrière cette image diabolisée se cache une figure complexe. Un homme qui vécut sous une pression immense, celle d'être le fils de Cyrus le Grand, un père dont l'ombre était impossible à égaler. Un monarque qui tenta de tracer sa propre voie, mais qui peut-être était voué à l'échec face à l'envergure du legs qu'il avait hérité. Certains y voient aussi un précurseur des empereurs les plus sombres de l'histoire, ceux qui, parvenus au pouvoir suprême, perdent contact avec l'humanité et finissent dévorés par leur propre ambition. Son histoire rappelle celle de personnages tels que Néron, Caligula ou même certains tsars russes, des hommes qui atteignirent dans les plus hauts sommets pour s'y précipiter dans l'abîme. Mais peut-être ce qu'il y a de plus troublant chez Cambyse n'est pas tant ses actes eux-mêmes que ce qu'ils représentent, la fragilité de la raison sous le poids d'une couronne, la facilité avec laquelle la peur peut corrompre même les dirigeants les plus puissants, et le fait que les erreurs les plus terribles ne sont pas toujours intentionnelles, mais plutôt le produit d'un système qui permet leur survenue. Ce dîner fatidique, qu'il ait eu lieu réellement ou de manière symbolique, reste un rappel glaçant. Au cœur du pouvoir absolu, bat parfois quelque chose d'obscur et d'imprévisible. Aujourd'hui encore, Cambyse II fascine historiens, écrivains et amateurs du macabre. Non seulement pour ses victoires militaires ou son expansion territoriale, mais surtout pour ses actes sombres qui en font un cas unique dans l'histoire antique. Son héritage n'est pas seulement politique, mais aussi psychologique, culturel et moral. Et bien que le temps ait effacé de nombreux détails concrets de sa vie, une question demeure: que se serait-il passé si, cette nuit-là, au lieu de servir de la chair humaine, on avait simplement donné à manger à un roi affamé? Peut-être alors Cambyse aurait-il eu le temps de guérir, de réfléchir et de mourir, non pas comme un monstre, mais comme un homme.